toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de ces rencontres économiques d'Aix. Je me présente très rapidement. Je suis Emmanuel Luteil, je suis le directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. On est là ce matin pour parler de l'intelligence artificielle avec ce titre « Réenchanter les industries grâce à l'IA ». Alors l'IA, voilà bien sûr un acronyme qui fait parler, parfois rêver, peut-être un peu trop. Alors déjà, finalement, de quoi parle-t-on quand on parle d'IA, entre l'IA classique, comme on pourrait dire, et l'IA générative? Si la première est dans les entreprises et notamment dans l'industrie depuis des années, la seconde en est à ses prémices. Alors quels sont les cas d'usage? Est-ce que l'IA améliore l'efficacité, la performance, la productivité des industries? Et puis, point extrêmement important quand on vit une révolution comme celle-ci, comment embarquer les équipes? Je vous présente les gens qui sont avec nous justement pour nous éclairer. Juste à côté de Pierre Jacquet, le coordinateur du cercle, il y a Eric Brynjolfsson, qui est professeur à Stanford, Minggang Zhang, le patron de Huawei en France, Olivier Nolan pour SAP France, Doris Birkhofer, la patronne de Siemens en France, et juste à côté de moi, Guillaume Liéget qui a lancé justement une application à base d'IA. Il vous expliquera tout, ça s'appelle Explain. Mais comme le veut la tradition, on commence par le coordinateur du cercle. On fait beaucoup travailler aujourd'hui, il a couru entre deux sessions exprès pour nous. Pierre, dites-nous tout. Merci. Alors, ce qu'on appelle intelligence artificielle, et en particulier l'IA générative, l'IAG, c'est une technologie générique. Son efficacité s'améliore constamment, elle a des applications dans pratiquement toutes les activités humaines, et elle génère elle-même un flux d'innovation continu lié à son utilisation. Et donc, il n'est pas étonnant que la montée en puissance récente de l'IA générative s'accompagne d'un débat très fourni. Pour schématiser, entre des optimistes ou enthousiastes qui sont confiants dans son potentiel de progrès économique et social, et puis des pessimistes ou prudents qui mettent en avant tous les doutes et obstacles. Et je crois que l'objet de notre table ronde, c'est de clarifier un peu ce débat. Nous avons la chance d'avoir des patrons d'entreprise autour de la table qui vont nous parler de leur expérience concrète, des enjeux et des défis qu'ils vivent à travers cette révolution technologique, et aussi d'avoir avec nous l'un des universitaires les plus réputés sur ce sujet, Eric, à ma gauche, dont les travaux sont incontournables, pas nécessairement pour prédire l'avenir, mais en tout cas pour comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, une première idée, c'est que ces gains de productivité des innovations génériques, si on en croit l'histoire, ils se matérialisent et s'étalent sur plusieurs décennies. Pour l'électricité, on parle d'un demi-siècle. L'historien des innovations, Paul David, a analysé, par exemple, l'impact de la dynamo et a montré la durée qu'il fallait pour que ça se passe plus près de nous. On a parlé du paradoxe de la productivité, le paradoxe de Solow, qui constatait qu'il y avait des ordinateurs partout, sauf dans les chiffres de productivité. Et je crois qu'en effet, l'avènement d'une innovation générique peut s'accompagner d'une stagnation, voire d'un ralentissement de la productivité. Et l'une des principales raisons est que l'impact de telles innovations ne peut être perçu qu'à l'occasion de changements profonds de comportement dans le management, dans l'organisation des tâches, dans la nature des emplois, dans la formation des agents. Et tout cela prend du temps. Cela dit, ces gains de productivité posent, à mon avis, aujourd'hui deux questions. La première, qui est très bien illustrée par un livre récent de Robert Gordon, qui était The Rise and Fall of American Growth, un livre publié en 2016, porte sur la nature des changements de qualité de vie qu'entraîne l'innovation. En gros, si je veux schématiser par manque de temps, Gordon constatait que les progrès visibles du numérique, c'est de permettre à tout le monde de jouer sur le mobile et que ça ne peut pas apporter les mêmes gains sociaux que l'électricité. Et donc, il critiquait en quelque sorte la qualité de la croissance créée par ces innovations. Donc, je crois que là, il y a un vrai sujet qui montre qu'en fait, on doit se préoccuper de la qualité des innovations et de la contribution des innovations à l'augmentation de la qualité de vie. Et ça, c'est un débat qui mérite d'être mené. Et la deuxième difficulté avec la notion de productivité, qui est finalement très liée à la précédente, et tout ça nous renvoie finalement à l'échelle de valeur. Comment se déterminent les valeurs? Et est-ce que les valeurs et les prix, c'est la même chose? Est-ce que le marché est un bon véhicule, y compris le marché de l'innovation, des valeurs sociales? Et cette deuxième difficulté, ça a trait à l'économie verte.
au fait que la métrique aujourd'hui de mesure de la productivité ne correspond pas tout à fait à la métrique qu'on devrait avoir pour prendre en compte le besoin de transition verte. Autre sujet important dans notre débat, l'intelligence artificielle et l'emploi. Doit-on s'attendre à un bouleversement des marchés du travail, à des destructions massives d'emplois? Les études empiriques que l'on a aujourd'hui montrent que ce n'est pas vraiment ce qui se produit. En particulier, il y a un papier récent d'Eric Brynjolfsson qui montre que, en fait, on observe des augmentations d'emplois et des augmentations de productivité des employés dans un certain nombre de domaines, et en particulier des employés les moins qualifiés. Et ça, je crois que c'est assez intéressant. Mais la question qu'il y a derrière cette modification de l'emploi, c'est est-ce que l'intelligence artificielle sert à la productivité des employés ou est-ce qu'on substitue du capital au travail avec ces innovations? Et ça, je crois que là encore, c'est un point important. Je termine par le rôle des politiques publiques et la notion de démocratie. Il y a une série de questions qui renvoient au rôle des politiques publiques, parce que si on part de l'idée que les bénéfices économiques et sociaux de l'intelligence artificielle ne sont pas prédéterminés, qu'il faut les guider en fonction de la qualité sociale des innovations, à ce moment-là, on doit les construire et se pose la question du rôle de l'État. Comment créer les incitations pour diriger l'innovation dans la bonne direction? Et pour arriver à trouver ces choix sociétaux, il faut un débat démocratique, et c'est là peut-être qu'il y a un des enjeux les principaux de l'intelligence artificielle, c'est que tout ce qui est en train de se produire autour des réseaux sociaux, etc., ça affaiblit la démocratie. Ça permet aussi un contrôle des citoyens, par le biais notamment de la publicité. Et c'est un point extrêmement important dans, je crois, nos discussions. Voilà, je m'arrête là. Merci. Et ben voilà, merci beaucoup pour cette brillante introduction. On peut applaudir Pierre, et on va passer tout de suite à Eric Brynjolfsson. Comme le disait Pierre, hein, vous êtes l'un des plus grands spécialistes à travailler sur l'intelligence artificielle. Essayons d'être le plus possible dans cette table ronde, le plus concret possible. Donnez-nous justement déjà des exemples pour nous dire comment l'intelligence artificielle est utilisée dans les diverses industries. Merci. Je vais parler en anglais. Je suis désolé. L'IA, on entend beaucoup de bruit autour de l'IA, mais c'est vraiment une technologie transformatrice dans notre ère. On peut le comparer à l'électricité, les moteurs à vapeur. Cela impacte non seulement une application, mais des applications tout à travers l'économie. Mon laboratoire de Stanford Digital Lab, nous faisons des travaux sur certaines applications, les centres d'appel, le codage, l'écriture, les ventes, la consultance en management, et on a vu des améliorations de la productivité. Et comme Pierre l'a dit, souvent, c'était les employés les moins éduqués qui en bénéficiaient le plus. Pour les centres d'appel, par exemple, l'application on voyait une société avec 5 000 employés, certains avec un accès à un modèle GPT de langage qui leur permettait de mieux répondre aux questions, et d'autres n'avaient pas accès. On a pu avoir des estimations causales sur la différence. Après 4 ou 5 mois, nous avons vu que les personnes qui avaient accès à la technologie avaient une productivité augmentée de 14%. Ils répondaient mieux aux questions plus rapidement. On a trouvé que les employés les moins éduqués avaient une amélioration de 35% à la plupart. Et donc, il y a un vrai gradient d'amélioration. On a vu que la satisfaction de clients s'est augmentée aussi, et le sentiment des clients. Les mots utilisés, il y avait plus de mots heureux et moins de mots en colère avec ce modèle élargi du langage. Et les travailleurs eux-mêmes se sentent mieux. On pensait que ça allait être vraiment un vrai atelier électronique, un sweatshop, mais on a vu qu'il y avait moins de rotation parmi les employés qui avaient accès à cette technologie. Ils étaient plus heureux. Il y avait moins d'occasions où la technologie a échoué, car comme tous les systèmes de technologie, que parfois ça peut être indisponible pendant quelques heures. Et j'étais étonnée de voir que les travailleurs qu'ils utilisaient
la technologie, continuer à mieux travailler. Et ça n'avait pas remplacé leur manière de penser, mais ça leur a appris à mieux répondre aux questions des clients. Nous devons faire davantage de travail pour comprendre d'autres cas similaires, mais on fait de plus en plus de travaux de recherche qui indiquent que, contrairement à Bob Gordon, montre qu'il y aura des gains de productivité. Donc, je suis assez optimiste sur ce que l'on verra dans les décennies à venir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on doute un peu, en tout cas, c'est compliqué de savoir ce que l'IA générative va apporter comme nouvelle accélération. Comment vous le voyez? Parce que tout le monde est en train d'être un peu dans sa preuve de concept, mais on n'en est pas plus loin que ça pour le moment. Un grand nombre de sociétés, c'est dans le POC, mais seulement 1% ou quelques petits pourcents du potentiel. L'apprentissage machine classique a moins de 10 ans et c'est utilisé pour faire des prédictions, pour aider les personnes à diagnostiquer des problèmes dans les maladies humaines, dans les machines et pour faire d'autres types de classifications. Il peut mieux identifier le cancer que les radiologues. Et ce IA prédictive ouvre une vraie mine d'or d'opportunités et nous voyons de vrais bénéfices déjà. La nouvelle IA qu'on voit depuis quelques années, c'est l'IA générative et j'espère que vous avez tous pu travailler avec ça, Gemini, ChatGPT ou d'autres modèles de langage. Si vous l'avez, vous pouvez le faire gratuitement. Jouez avec un petit peu. Vous allez voir que non seulement cela peut prédire et diagnostiquer les choses, mais peut générer de nouveaux contenus, peut vous aider à écrire des emails ou même des rapports, des chansons, de la musique. C'est une IA différente du passé et même les meilleurs chercheurs à Stanford, MIT et ailleurs sont étonnés par la force que l'IA pour répondre aux questions. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi efficace et cela ouvre de nouvelles possibilités. Tout particulièrement, nous voyons que si vous créez des modèles plus larges, de plus en plus larges, avec plus de puissance, plus de données, plus de paramètres, il y a une amélioration prévisible. Cela s'appelle les scaling laws, les passages à l'échelle. Google et OpenAI dépensent beaucoup d'argent parce qu'ils voient, plus ils les élargissent, les performances sur les examens médicaux, juridiques, etc. s'améliorent. On a au moins une amélioration de 10x dans les années à venir avec GPT-5, Gemini et les autres qui vont sortir. Le plus concret possible avec vous, Mingang Zhang. Je rappelle que vous êtes le patron de Huawei. Vous êtes bien évidemment, vous aussi, chez Huawei, très en pointe sur l'IA. Quelle est votre vision du côté de chez Huawei en matière d'IA? Oui. Écoutez, Huawei, en tant que fournisseur de technologie, travaille sur un ensemble de technologies. Et notre vision, notamment sur l'intelligence artificielle, c'est que l'IA va se fournir en fait 98% et plus en fait sur le domaine industriel. Donc, on s'est concentré essentiellement sur cette vision. Et donc, on a développé notre plateforme IA générative, plutôt en fait basée sur un socle, et ensuite diversifiée sur les différents secteurs, mais toujours dans le domaine en fait, industriel, dans le sens large. Donc, ce qui est important, c'est Huawei, on est à la fois en fait acteur de l'IA, mais également un facilitateur. Facilitateur dans le sens, quand on parle d'intelligence artificielle, évidemment, on ne peut pas parler de cloud, d'où ce qui est la capacité de stockage, la performance et aussi la capacité volumique. Donc, ça, c'est important. Donc, on fournit également en fait la technologie 5G, donc qui permettent en fait rendre possible cette intelligence artificielle, notamment dans le domaine industriel, qui soit un peu partout. Et évidemment, on parle également IA, mais on parle également de edge computing. Donc là, c'est dans son ensemble. Donc ça, c'est en matière en fait de facilitation que Huawei fournit en fait sur la technologie IA. Olivier Nolan pour SAP, on va continuer ce tour de table parce que c'est important d'être concret et qu'on voit un peu les ambitions de chacun. Bon, tout le monde qui travaille dans l'industrie a un jour utilisé un logiciel SAP. Sur l'IA, où est-ce que vous en êtes?
Alors, comme on l'a dit, l'IA, c'est pas nouveau. Donc chez SAP, ça fait plus de 10 ans qu'on fait de l'IA dans sa précédente génération, j'ai envie de dire. On a plus de 24 000 clients qui font de l'IA. Ce qui est nouveau avec l'IA générative, c'est qu'on va pouvoir automatiser beaucoup de tâches répétitives, en fait. Donc c'est effectivement des gains de productivité qui sont très importants, qui vont être amenés à nos clients. Donc pour être très concret, nous, vous l'avez dit, on est présent chez beaucoup de clients. On est la colonne vertébrale numérique de beaucoup d'entreprises dans le monde. Et à ce titre, en fait, on produit beaucoup de données. Donc il faut rappeler que une intelligence artificielle sans une donnée de qualité ne sert pas à grand-chose, ou en tout cas, elle va produire des résultats qui sont faux et qui ne vont pas aider l'entreprise. Donc nous, on a cette chance, on est assis sur une richesse de données, et donc on investit très fortement pour intégrer dans nos solutions directement cette IA générative. Donc aujourd'hui, on a déjà plus d'une 50aine de processus qui sont dopés, j'ai envie de dire, à l'IA générative. On a annoncé qu'on en aura une centaine d'ici la fin de l'année. Donc, je radissais un peu, comme vous disiez, on est au stade du POC. On est un peu plus loin que le stade du POC. En tout cas, il y a maintenant l'adoption des entreprises, mais c'est très concret aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on est au début, en fait. Donc, on apprend chaque jour. Cette IA générative aussi, elle évolue très fortement. Nous, typiquement, et sans faire trop de technique, derrière l'IA générative, il y a des modèles de langage. Il y a différents modèles de langage. Chez SAP, on a fait le choix de ne pas développer notre propre LLM, comme on dit. Et donc, on s'appuie sur différents LLM du marché qui, chacun, apportent une spécificité et une capacité de faire différemment. Donc, par exemple, on travaille avec NVIDIA dans tout ce qui est automatisation du paramétrage et du code. On travaille avec Microsoft sur un processus très concret dans le domaine RH particulièrement, qui est un process fastidieux en entreprise, qui est la création de fiches de poste, de descriptifs de poste, aussi de fiches d'interview non biaisées. Donc ça, c'est avec OpenAI, par exemple, qu'on fait ça. Un autre cas très concret dans le domaine financier, en fait, c'est le recouvrement des factures. On a aujourd'hui une IA qui va analyser dans les systèmes d'information financiers de l'entreprise les différentes factures qui ont des délais de paiement qui sont échus, et en fait, elle va permettre de déterminer quelle est la meilleure stratégie de recouvrement. Et là où la générative par rapport au prédictif amène quelque chose en plus, c'est qu'en fait, elle va proposer la meilleure stratégie de relance et jusqu'à rédiger le mail ou le courrier qui va permettre de relancer les entreprises. Des cas effectivement très concrets. Doris Bierkhofer, patronne de Siemens en France, je crois que vous travaillez avec SAP notamment sur l'IA. Comment vous faites, vous, dans vos usines, parce que vous avez des usines en France du côté de Siemens, pour que l'IA soit la plus efficace? Je crois que ce que vous me disiez quand on a préparé cette table ronde, c'est qu'avant toute chose, il faut savoir trouver la data et les données, quoi. Exactement. Comme Olivier l'a dit, donc, SAP et Siemens sont les deux plus grands éditeurs de logiciels en Europe. Nous travaillons ensemble pour proposer des solutions conjointes à nos clients. Nous utilisons SAP et actuellement nous travaillons ensemble sur un cas d'usage grâce à l'IA pour faire de la comptabilité prédictive qui permet d'anticiper la qualité et le niveau des entrées de commandes, par exemple. Mais comme vous le dites, le nerf de la guerre, ce sont les données, les data. Les data, c'est le nouvel or dans l'entreprise. Et une remarque m'a beaucoup marquée, c'était lors d'une intervention de Jensen Huang, qui est le CEO de NVIDIA, que tu viens de mentionner. NVIDIA, c'est la 3e capitalisation mondiale. Lors d'une conférence Siemens avec plein de CEO du groupe, il a dit, écoutez, you need to become the chief data officer. Vous devez être le directeur des données de votre société. Et du département IT, c'est vraiment un sujet CEO, c'est la stratégie, c'est un sujet hautement stratégique et les CEO doivent s'y intéresser. Bon, parce qu'on parle de l'industrie, juste pour vous donner quelque chose. Et c'est important ce que vous dites. Typiquement, à titre personnel, vous testez tous les logiciels que vous donnez à vos équipes. Vous êtes vous-même formé à l'IA pour répondre à... C'est une bonne question. Alors, le rôle du CEO, c'est d'assurer qu'il y a une véritable stratégie de data qui sont bien structurées, qu'on a les bons outils, que les collaborateurs l'utilisent. Mais on parlera, j'imagine, de ça tout à l'heure. Je pense que c'est tellement complexe que moi, je ne suis pas une experte du data, mais même mon rôle, c'est d'assurer que l'entreprise l'utilise de la bonne façon. On a parlé des data dans l'industrie. Juste pour vous donner un chiffre,
une usine moderne, hautement automatisée, génère tous les mois 2000 terabytes de données. C'est à peu près 500 000 films. Juste pour vous donner une comparaison, sur Netflix, vous trouvez 20 000 films. Donc c'est énorme. Donc toutes ces données existent, mais il faut faire quelque chose avec. Et dans la plupart des entreprises, ces données sont sur du papier, des fichiers Excel, dans des bases de données. Donc notre rôle en tant qu'entreprise comme Siemens, qui a pour raison d'être de combiner le monde réel, ce qu'on fait depuis 175 ans, de le combiner avec le monde digital pour identifier des cas d'usage dans l'usine, tout au long de la chaîne de valeur, afin d'aider à accélérer, optimiser, adresser les grands enjeux, résoudre les problèmes complexes qu'on résout aussi aujourd'hui, mais on va le faire beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus efficace. Guillaume Liéget, je passe à vous. Alors, je disais que vous avez fondé Explain. Je ne vais peut-être pas vous faire une offense en disant que tout le monde ne connaît peut-être pas Explain. Donc, déjà en un mot, qu'est-ce que vous avez inventé ? Bien sûr. Merci Emmanuel et bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là ce matin. La période est fascinante puisqu'on commence aujourd'hui à avoir du recul sur l'IA, sur ce qui fonctionne aujourd'hui, sur ce qui fonctionnera peut-être demain et sur ce qui est de la science-fiction. Explain, c'est une entreprise d'intelligence artificielle et nous, on a une mission. On veut réenchanter la réponse à la commande publique. Alors, je ne sais pas pourquoi la réponse à la commande publique. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont déjà répondu à des appels d'offres publics. La commande publique, déjà, c'est... Ils ont tous passé un bon moment en faisant ça. Exactement. On va réenchanter tout cela. Déjà, c'est un potentiel gigantesque. La commande publique, c'est 12% du PIB mondial. Donc, transformer ça, c'est un potentiel de productivité absolument prodigieux. Et la deuxième chose, c'est que répondre à la commande publique, c'est incroyablement fastidieux. Mes clients me disaient, avant Explain, mon travail, c'était de lire plusieurs fois Guerre et paix tous les jours, mais Guerre et paix en cahier des charges d'appel d'offres. C'est pas tout à fait la même chose que là. Tolstoï, c'est un peu plus sympa quand même. Exactement. Et donc nous, Explain, on est une société de technologie, d'intelligence artificielle, qui va automatiser toutes les tâches que l'on peut automatiser le long de cet incroyable processus de réponse au marché public. Et je trouve qu'aujourd'hui, le recul que l'on commence à avoir, c'est qu'il y a des applications très concrètes qui fonctionnent avec l'IA. Il y en a dans la médecine, il y en a dans le domaine juridique et il y en a également dans les marchés publics. La réponse au marché public, c'est un cas d'usage qui, dès aujourd'hui, peut être transformé grâce à l'intelligence artificielle générative. Aujourd'hui, une bonne partie du CAC 40 fait partie de vos clients. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est très facile de répondre à des appels d'offres, mais jusque-là, beaucoup d'entreprises choisissaient quel appel d'offres, et là, aujourd'hui, ils peuvent répondre à quasiment tout grâce à l'IA. C'est ce qu'aide aussi à faire Explain. Bien sûr. Alors, il y a les grands groupes, en effet, sont une partie de nos clients, mais je dirais que l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir proposer à n'importe quelle entreprise de se positionner sur des marchés publics. Plus il y a d'entreprises qui répondront à des marchés publics, finalement, meilleure sera l'offre in fine, meilleurs seront les services publics. Et en effet, je dirais que l'enjeu, il n'est pas seulement de rédiger, mais il est aussi de bien choisir un marché public. Et pour ça, il n'y a pas le choix. Il faut lire ce qu'on appelle, je vais être un tout petit peu technique, un DCE, un dossier de consultation des entreprises. Ça fait entre 500 et 1000 pages. Si vous faites ça une fois par an, ça va. Si vous faites ça plusieurs fois par semaine, vous avez besoin de réenchantement. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Eric Bridjohnson, je reviens à vous. On va continuer peut-être d'élargir. Comment vous voyez l'intelligence artificielle remodeler le paysage économique, justement en termes de productivité, de croissance? Est-ce que vous pouvez nous donner, là encore, quelques exemples spécifiques où l'IA a vraiment considérablement amélioré l'efficacité? Parce que Pierre le disait très bien, ce qui est important, c'est de voir la productivité que ça peut apporter. Oui, je suis d'accord. La productivité est l'objectif. Plus de résultats avec moins de travail. Ça ne veut pas dire travailler plus, ça veut dire pouvoir gérer les soins de santé, la pauvreté. Et c'est l'enjeu pour les décennies à venir pour améliorer la productivité, pour doubler le taux de croissance de productivité, de l'emmener à 3% de 1,5% ou peut-être doubler les niveaux pour qu'on soit 2 fois plus riche à la fin de la décennie dans les cas les plus extrêmes. On a parlé de beaucoup d'exemples spécifiques ici et vous tous qui travaillez dans les entreprises, dans l'administration, vous avez entendu parler d'exemples où l'IA peut aider et peut-être que vous avez compris qu'il y a beaucoup de hype, il y a beaucoup de non-sens qui sont transmises et je pense qu'il faut avoir une approche basée dans les données pour faire vos évaluations
d'innovation. Il y a 5 ans, j'ai écrit un article avec Tom Mitchell, qui est responsable de Machine Learning à Carnegie Mellon. Qu'est-ce que l'apprentissage machine peut faire? On a analysé 18 000 tâches individuelles. On appelle ça l'approche basée sur la tâche. Au lieu de regarder des sociétés entières ou des emplois, on est descendu jusqu'aux tâches. Et pour toutes ces tâches, nous avons fait une évaluation. On a vu un schéma pour voir où l'IA peut aider. Et il y a 2 semaines, un de mes étudiants qui travaille avec OpenAI a publié un article dans Science qui utilise la même méthodologie pour l'IA générative. Il a regardé ces 18 000 tâches et il a vu que 40%, 2/5 des tâches dans l'économie américaine pourraient en principe être améliorées, être 2 fois plus efficaces en utilisant l'IA générative. Et je pense que c'est similaire en France et ailleurs. Cette taxonomie, cette approche basée sur les tâches peut maintenant être appliquée dans les sociétés individuelles. Daniel Rock, moi-même et Andy McAfee ont commencé une société WorkHelix où on a essayé de mettre cette technologie dans les logiciels et WorkHelix va scanner toutes les tâches dans une société, les sociétés plus grandes, plus petites, et identifier quelles tâches sont les plus adaptées. On espère, comme Pierre a dit, on peut compresser. Parfois, ça prend 10 ans pour les bénéfices d'une nouvelle technologie pour être ressentis, comme l'électricité. Mais nous pensons que nous pouvons réduire cela à quelques années si les sociétés utilisent une approche basée sur les données pour ces tâches. Ça ne peut pas être fait avec des anecdotes. On ne peut pas regarder la partie supérieure de la société. Il faut rentrer dans les détails des tâches, utiliser les données. Et c'est ce que fait WorkHelix. C'est fascinant. Nous allons poursuivre avec vous, Doris. À quel point c'est important de savoir gérer, récupérer la data. Pour répondre à vos besoins et à ceux de vos clients, vous avez du coup développé, vous aussi en interne, votre propre IA. Alors je crois qu'elle a le joli petit nom de Pangu, si je prononce bien, qui permet comme ça justement de gérer les données en mode sécurisé. Oui, tout à fait. En fait, le Pangu, c'est le modèle qu'on a développé nous-mêmes. Et donc, il consiste en fait à deux niveaux. Le premier niveau, le socle de base, donc on développe basé sur l'open data. Et ensuite, on a adopté plutôt une stratégie en fait sectorielle. Donc, je disais, en fait, notre vision, c'est plus de 98%, en fait, c'est les usages industriels, etc. Et à ces moments-là, en fait, on a développé une bonne dizaine de secteurs dans lesquels on retrouve en fait la manufacture, on retrouve des mines, on retrouve la gestion des ports, on retrouve la recherche et développement des médicaments, et on retrouve également tout ce qui est prévision, météorologie, etc., etc. Donc, j'aimerais bien en fait donner un exemple plus concret ici. Allez-y. Pour un groupe de fabrication des pièces détachées automobiles, notamment tout ce qui est aluminium ou alliage. Donc c'est un grand groupe qui a une dizaine d'usines en fait basées en Chine. Hein. Donc ils ont commencé en fait les transformations en 2016 à la demande de Volkswagen et de Bosch, etc. Donc là, en 2019, quand arrivait en fait la 5G, donc il nous a sollicité pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc on l'a transformé. Donc avec l'usine, mais évidemment avec l'ensemble de l'écosystème qui fabrique les différentes machines. Parce que là, on parle d'intelligence artificielle, mais aussi et surtout dans le domaine industriel, et tous ceux qui ont dans l'écosystème qui fabrique les différents terminaux, entre guillemets. Et à ce moment-là, le résultat, vous imaginez en fait un grand atelier à peu près grand comme un terrain de football, fermé. Il fait à peu près 40 degrés, humidité mais énorme, parce qu'en fait, il y a beaucoup de machines, des grosses machines, qui font en fait des moulages, etc. Donc moi, j'ai visité l'année dernière, mais c'était impressionnant. En fait, à l'intérieur, j'ai rencontré une vingtaine de personnes sur une fabrication aussi importante. Alors, qu'est-ce qui en tenait comme résultat? Il n'y a plus personne en fait qui gère les machines, donc c'est la machine avec intelligence artificielle, avec la 5G qui couvre et qui manipule en fait l'ensemble, qui gère les machines. Et résultat de course, ils ont augmenté en fait plus de 30% en fait le taux d'utilisation de ces machines-là. Donc le taux de rotation. Hein. De rotation est réduit en fait plus de 15% des pièces défectueuses.
au final, un impact positif, en fait, entre 15 et 20% de coûts de fabrication. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très concret. Et autre chose, je ne vais pas rentrer dans le détail, par exemple, vous avez en fait la prévision météorologie avec IA, on arrive à faire quelque chose, une prévision dans les dizaines de jours en moins de 10 secondes. Avec le système actuel, il fallait 5 heures. Alors tout ça, c'est évidemment grâce à la puissance de cette intelligence artificielle, mais également, en fait, grâce à la énorme base de données, 43 années, en fait, de données météorologie dans Open Data, qu'on a tout enregistré dans le socle basique, ce qui permet de faire ces genres de choses-là. On voit là à nouveau l'importance de la donnée. Olivier Noland, comment l'IA justement peut améliorer l'efficacité des industries traditionnelles et puis transformer les modèles économiques existants, d'une certaine manière? Moi, j'aimerais bien revenir sur également un chiffre, en fait. Je ne crois pas qu'il ait été donné. Je crois qu'il y a une étude de Morgan Stanley qui disait que la richesse qui allait être apportée par l'intelligence artificielle était entre 2500 et 4000 milliards de dollars. 4000 milliards, c'est le PIB de l'Allemagne. Donc, c'est gigantesque. Donc, pour revenir à votre question, la vision qu'on a quand même autour de l'IA générative, et c'est ce qui a été dit, c'est que il y a beaucoup de fantasmes autour de l'IA. Nous, on veut une vision d'augmentation en fait, des employés, d'augmentation de l'entreprise. En fait. L'IA va permettre de donner un peu des super pouvoirs. En fait. Donc, pour vous, c'est un super assistant personnel, parce que c'est vrai que dans l'exemple d'avant, on se dit l'humain ne sert à pas grand-chose, quoi. Non, effectivement, vous avez raison, c'est également un bon exemple. Nous, on parle beaucoup de l'IA par l'intermédiaire aussi des copilotes qui arrivent dans les solutions. Donc Microsoft a annoncé son copilote, SAP aussi a annoncé son copilote. Et pour tous mes clients dans la salle qui ont eu l'habitude d'interagir avec des systèmes SAP par le passé, c'est une révolution parce qu'on va pouvoir parler avec le système logiciel en langage naturel donc, et lui poser des questions. Donc ça devient un assistant, mais aussi un analyste qui va vous pousser des données. De manière plus macro par rapport à votre question, pour réenchanter l'industrie, on l'a vu, il y a des gains de productivité. Donc ça peut permettre à des industries dans des pays comme l'Europe, finalement, de reprendre des gains de productivité par rapport à d'autres zones géographiques. Derrière ça, ça permet de se concentrer sur ce qui va permettre de créer plus de valeur. En fait. Les tâches qui sont les plus standards, on va les laisser à l'intelligence générative et puis on va se concentrer sur la valeur ajoutée, ce qui fait le plus de sens pour le business de son entreprise. Il y a un autre élément qui est extrêmement important dans l'IA, c'est l'innovation. L'IA générative a la capacité d'accélérer les cycles d'innovation. Donc on va aller plus vite. On va être capable d'être plus rapide dans la manière d'opérer au quotidien l'entreprise. Est-ce que aussi on va se permettre de tester plus de choses parce que ça va plus vite, on met moins de temps à tester tout cela et puis finalement on prendra le meilleur de tout cela au bout du bout? Oui, bien sûr, on va aller plus vite. Il y a un élément qu'on ne va peut-être pas aborder non plus, c'est la puissance de calcul. C'est aussi pourquoi on peut faire ça aujourd'hui, c'est parce qu'on a accès à une puissance de calcul qui est phénoménal par rapport à ce qu'on a pu avoir le passé. Donc on est capable de modéliser, de simuler beaucoup plus rapidement et donc d'être beaucoup plus rapide. Donc les entreprises sont capables de s'adapter beaucoup plus rapidement. On est dans un contexte de permacrise depuis maintenant quelques années. Les entreprises aujourd'hui, elles souffrent de capacité à ne pas pouvoir s'adapter aussi rapidement qu'elles le souhaiteraient. Donc l'IA générative, elle permet ça. Donc on a eu l'exemple du vaccin pendant le Covid. Ces vaccins, ils ont été créés grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui. On a eu cette capacité d'action rapide grâce à ça. Et le dernier point que je voulais mentionner, et particulièrement en Europe, on a des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs. On a aussi des emplois qui, parce qu'ils sont des tâches répétitives, ne sont pas attractifs. Donc l'IA, c'est aussi la capacité finalement de rendre des métiers plus attractifs, d'automatiser des tâches et de réorienter vers des emplois à plus forte valeur ajoutée. Justement, Doris Bierkhofer, allons là aussi dans le concret avec vous. Entrons dans vos usines pour voir comment vous utilisez l'IA générative. Il y a certains patrons qui disent par exemple que ça permet de casser la barrière de la langue au sein d'une entreprise parce que on pose la question dans sa langue et puis si quelqu'un au fin fond de la Chine ou du Brésil a eu la réponse, on a la réponse dans notre langue. Comment ça fonctionne typiquement chez vous? Alors ce que nous avons fait, vous savez, on a presque 2000 experts IA dans le monde entier. Ces personnes, plus nos équipes commerciales au plus près des clients, nous avons vraiment analysé la chaîne
de valeur d'une entreprise industrielle. C'est quoi? C'est d'abord le design, c'est l'idée, c'est le prototype. Après, c'est le planning des ressources, des matières. C'est l'ingénierie, où on dit exactement comment est-ce que le processus de production doit être créé. Après, c'est les opérations, la production même, et la maintenance et le service. Donc, pour vous donner un exemple concret, Olivier a parlé du copilote. On a, avec Microsoft, créé un copilote industriel. Et ce qu'on fait, c'est pour les ingénieurs qui programment les automates, hein, c'est les petits cerveaux dans l'usine qui disent, qui déterminent la cadence ou comment un bras d'un robot doit fonctionner. Ces ingénieurs, normalement, ils doivent maîtriser le langage de l'automate. C'est complexe, c'est compliqué, c'est assez chronophage. Aujourd'hui, ils peuvent parler avec la machine dans leur langue naturelle. La machine va les aider à coder, à corriger des fautes et à accélérer. Donc, c'est un véritable outil de soutien à l'ingénieur. Un autre exemple qui est en dehors de l'usine, mais très en lien, c'est en fait tout ce qui concerne la gestion des réseaux électriques. Vous savez, l'électrification des usages va augmenter dans les usines, mais aussi grâce à l'électromobilité et autres. Et vous avez des gestionnaires de réseaux électriques. Ce sont des personnes qui doivent regarder 25 écrans, c'est très compliqué, ils doivent détecter, corriger des anomalies. Là aussi, nous avons une solution qui s'appelle GridScale X, qui, grâce à l'IA, accompagne le gestionnaire du réseau à gérer, à identifier des congestions, à éviter des blackouts et aussi réduire toutes les interventions de maintenance. Donc là, vous voyez, ce sont des exemples très concrets où l'IA soutient les ingénieurs, les opérateurs. C'est aussi un moyen de démocratiser parce que le niveau d'expertise, de compétences des personnes peut aussi être moindre parce que l'IA est là pour accompagner. Mais ça ne remplace pas l'être humain dans nos usines et dans nos infrastructures. Vous utilisez une IA privée, basée sur, vous disiez par exemple Microsoft, mais adaptée à Siemens. Je vois par exemple L'Oréal a son IA à elle. Alors, avec le ChatGPT, Veolia aussi. Alors, nous avons notre plateforme de PLM, de gestion, donc de développement de produits par exemple. Nous avons nos outils internes que nous vendons sur le marché. On utilise le copilote qui interagit de Microsoft avec on utilise un ChatGPT par exemple, ou on utilise d'autres. Donc on combine les deux, Parce que se pose après la question de la sécurisation de vos propres données pour pas que Alors ça, ce sont les données de nos clients, ce sont les données des clients, et c'est le client qui décide dans quelle mesure il veut ouvrir ces données à d'autres acteurs. Mais l'idée, c'est pas d'utiliser des données publiques, ce sont les données propres à l'entreprise. C'est pour ça que je dis au début, il faut bien structurer les données pour que je puisse les trouver au sein de mon entreprise. Effectivement. Guillaume Liéget, je poursuis avec vous. Je le disais, vous êtes une entreprise française. Allons peut-être sur cette question de la technologie. Sur quelle brique vous vous êtes appuyé, et est-ce que c'est d'une certaine manière important d'être souverain sur cette question de l'IA, si tant est qu'on puisse l'être en France et en Europe? Oui, bien sûr. Je dirais un mot là-dessus. Je voulais simplement rebondir sur les témoignages qu'on vient d'avoir ici. On est quand même passé, il y a 1 an et demi, au moment où ChatGPT est sorti, d'un discours « le monde va changer, l'IA va changer le monde », sans que ce soit très précis. Là, vous avez des témoignages concrets d'exemples de l'IA qui fonctionnent, et le point commun, c'est de l'IA spécialisée. On dit aussi parfois l'IA verticalisée. Et l'IA qui marche aujourd'hui, c'est l'IA qui se concentre sur des cas d'usage spécifiques, qui va dans le détail pour comprendre quelles tâches peuvent être automatisées et quelles tâches ne peuvent pas l'être, et qui va entraîner des modèles de langage sur des données spécifiques à ces cas d'usage. C'est exactement pour ça qu'on a créé Explain sur un cas d'usage un petit peu différent, mais je trouve que le fait qu'on ait des témoignages similaires montre qu'on commence à sortir un peu de ce que Eric disait, de la hype, et d'aller vraiment dans le concret de ce que l'IA va vraiment changer. Et pour qu'on aille au bout, il faut en effet, il y a ces enjeux. Alors moi, je ne parlerai pas tant de souveraineté que d'écosystème. Je pense que ce qui est fondamental, c'est d'arriver à développer un écosystème. On est très bien placé en France pour ça. Et quand je dis écosystème, je ne parle pas de dizaines de milliards de dollars qu'on va injecter de manière massive. L'argent, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Quand on regarde l'écosystème le plus performant au monde, la Silicon Valley, qu'est-ce qui a fait que la Silicon Valley s'est lancée? C'est qu'une start-up qui se lance dans la Silicon Valley, elle va d'abord aller trouver des clients dans la Silicon Valley. Et donc, elle a une première base de clients qui lui permet ensuite de partir à la conquête du monde. C'est ça un écosystème. Et ça, on le voit déjà
En France aujourd'hui, nous on est partenaire de Mistral par exemple, on utilise les LLM de Mistral pour les intégrer dans la technologie d'Explain. Donc on donne de l'argent à Mistral, ça va aider Mistral à se développer. Et ensuite, nous on va vendre notre solution à plein d'entreprises, notamment des grands groupes. Et je pense là aussi que les grands groupes français et européens ont vraiment un rôle à jouer pour faire en sorte que des entreprises nées en France puissent s'appuyer sur leur empreinte mondiale pour se développer. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on crée aujourd'hui une start-up dans l'intelligence artificielle, l'ambition elle est très claire, hein, ce n'est pas de rester en France, c'est de devenir un leader mondial. Il se trouve qu'en France, on n'est pas mauvais sur les marchés publics, donc je pense qu'on a un petit peu des choses à apprendre au reste du monde là-dessus. Et voilà. Donc, ce que vous faites vous-même, vous êtes en train de conquérir le monde là. Exactement. D'abord la France, on commence toujours. Alors moi je suis alsacien, donc je commence toujours par conquérir l'Alsace, la France, puis le monde. Mais en effet, et je pense que là, il y a donc au-delà de souveraineté, hein, je pense que vraiment la notion d'écosystème fort, elle est importante. Un écosystème, c'est des financements, de la recherche, des filières de formation, ça on l'a. Et ensuite, il faut trouver des clients, et on en a, j'espère, on en aura de plus en plus. Eric, sur la question de la souveraineté, malgré tout, est-ce que c'est vraiment important? Et est-ce que vous pensez qu'avec votre point de vue mondial, j'ai envie de dire, que l'Europe a encore sa place entre les États-Unis et la Chine, qui est loin d'être en retard, on vient de le voir en la matière? Absolutely no. Europe has a Tout à fait. L'Europe a une opportunité extraordinaire. Nous avons ici là, des personnes qui vont avancer l'IA en Europe. Mais on a une perception qu'il n'y a pas autant de choses qui se passent qu'il faudrait. J'ai entendu dire que l'Amérique innove, donc la Chine fait une réplication et ensuite l'Europe va réguler. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a beaucoup d'innovations qui viennent de Chine. Mon ami Kaifuli parle des superpuissances, qui parle de l'écosystème en Chine, qui invite tant de technologies incroyables. On le voit également dans la vallée Silicon Valley. Je pense que l'Europe ne fait pas autant qu'elle pourrait. Il y a tellement de personnes intelligentes, et donc il y en a ici là sur scène, mais comme Yann LeCun, qui a inventé certaines des technologies de base qui ont été utilisées quand je parle avec lui, et donc il veut vraiment repousser les frontières. Je vois Jean Roll, Philippe Avion et d'autres intellectuels qui comprennent de plus en plus comment on peut améliorer l'économie des technologies. Il y a des compagnies techniques comme Mistral qui sont donc vraiment à pointe pour ce développement. Donc, on a une ministre d'économie en France ici qui a été très passionnée pour parler du déverrouillage de certains des pouvoirs de l'esprit qui existent ici en France pour contribuer davantage au côté innovation, ainsi qu'au côté de répliquer et pour réguler. Je suis optimiste. Je pense qu'il y a un changement qui se produit en Europe qui déverrouille une partie de ce potentiel, plus d'entrepreneuriat, plus de liberté d'innover. Et ce sera excellent pour le monde, pour les États-Unis, pour la Chine. L'Europe et la France en particulier commencent à déverrouiller certaines de ces capacités des entrepreneurs et des plus grandes entreprises. Sur la liberté, justement, comment on peut essayer de, on n'en a peut-être pas assez parlé pour le moment, comment on peut essayer de garantir une utilisation responsable et, j'allais dire, équitable et peut-être même éthique de l'IA? This is incredibly important. C'est incroyablement important. Je crois que la technologie peut libérer beaucoup de choses, mais il y a des dangers aussi. La technologie peut créer des biais, des violations de la confidentialité, peut influencer les médias sociaux. Nous perdons donc un peu de liberté parce que la tendance à contrôler ce que nous voyons. Les gens parlent sur des systèmes super intelligents, mais il y a aussi également des systèmes de super persuasion qui contrôlent ce que nous croyons. Il y a de véritables dangers quand il s'agit d'emploi et la perturbation. Je ne pense que ce n'est pas encore là, mais on peut imaginer que quand on arrête cette augmentation due à l'IA, il va y avoir une grande perturbation. Et je crois qu'il y a des risques catastrophiques. Ces technologies pourraient être utilisées pour créer de nouveaux types de virus, d'armes, ou des armes cyber, par exemple, qu'on ne pouvait même pas imaginer. Donc, si on est faisant les choses correctement, ça peut avoir un développement plus
qui serait mieux. Donc, est-ce qu'il faut avoir plus d'innovation, plus de régulation? En fait, on peut avoir les deux. La bonne réglementation va amener à une adoption plus rapide de la technologie. Aux États-Unis, je travaille avec des gens au Congrès pour mieux comprendre si le droit des fabricants de contenu, ceux qui ont de la nouvelle musique ou autre, comment est-ce qu'on peut donc avoir un équilibre des droits quand il y a cette influence de l'IA? Donc c'est important parce que dans de grandes entreprises, on ne prend pas vraiment les droits intellectuels de qui va être payé. Si nous avons un système plus clair là-dessus, plus d'interopérabilité pour bien comprendre, je pense que ça va accélérer l'adoption, parce que nous aurons un cadre qui définit les droits intellectuels comme un des besoins pour avoir un marché libre, économique qui fonctionne correctement, avoir une clarité autour de ce point et avoir des gens au gouvernement qui comprennent bien les technologies pour écrire des réglementations intelligentes peuvent réduire certains dangers, mais également l'améliorer les applications bénéfiques de cette intelligence artificielle. C'est pas vous faire offense que parfois Huawei est un poil critiqué en la matière, notamment par les Américains. Comment vous pouvez rassurer là avec l'IA sur cette question? Oui, avant de répondre à cette question, en fait, je voulais reprendre un petit peu en fait ce qu'il a dit Eric. Je pense que aujourd'hui, il est temps et il est vraiment important en fait qu'on change un peu l'angle de vue. C'est-à-dire, ok, innovation, duplication, et aujourd'hui, en fait, il faut voir un petit peu en fait l'innovation est vraiment un peu partout. Et regarder en fait comment, si on parle en fait innovation à l'Ouest, aux États-Unis et régulation en Europe, peut-être il faut qu'on change un petit peu cette vision des choses. Parce que là, vous me posez en fait la question souveraineté. Bon, je vais vous répondre tout à l'heure. Mais tout à l'heure, pas trop tard non plus. Hein. Oui, mais c'est important. Je pense que c'est important de clarifier ce point-là, parce que sinon, si je vous dis en fait en matière en fait de technologie, quand on parle de la souveraineté, sur l'IA par exemple, et le socle commun sur la base de données qu'on utilise en fait les open data et qu'il n'y a aucun en fait entraînement avec les données des clients. Donc vous me croyez ou vous ne me croyez pas? Si je vous dis, vous n'allez pas, nous mentir devant autant de personnes aujourd'hui. C'est pour ça en fait que je dis c'est important en fait de clarifier cette base-là, le point de vue en fait de départ, parce que sinon, en fait, ça sert à rien en fait qu'on explique ici. Sur la 5G par exemple, on l'est tant attaqué, et la 5G c'est quoi? La 5G c'est qu'on l'a tout vérifié, testé, décortiqué en fait en France, ailleurs, ces technologies-là, fournies par Huawei. Et bientôt on va fabriquer en France. Là, dans 2 ans. Et si on parle de la souveraineté, il n'y a pas de données. Huawei ne collecte pas de données. Il n'y a aucun réseau construit par Huawei. Huawei a un accès. On est un constructeur de la maison. Une fois qu'on l'a construit, on livre la clé POP. C'est tout. Si vous n'avez pas de problème, vous ne faites pas l'appel en fait, à Huawei. Donc, ce n'est pas un problème. Voilà, donc ça, maintenant, je reviens plus concrètement. Sur la 5G, je dis en fait tout est vérifié, décortiqué. Sur le cloud, ça c'est les deux vraiment pylônes importants en fait pour soutenir en fait l'intelligence artificielle. Donc le cloud, il n'y a pas si longtemps, à peu près 1 mois et demi, le cloud Huawei a obtenu en fait une sorte de certificat donc vérifié au niveau de conformité 100% conforme à RGPD en Europe. Et d'ailleurs, RGPD c'était en 2015 ou 2016, quand il est entré en vigueur, on l'a mis au niveau l'ensemble du système au sein de Huawei qui conforme en fait à ces règlements. Olivier, du côté des SAP, continuons peut-être sur ce côté souverain parce que c'est un sujet important et je trouve Eric a vraiment brillamment posé la question. Quelle est votre vision à vous?
Il y a plusieurs points. Déjà, sur le sujet de la responsabilité, je pense qu'en effet, les groupes de technologie ont une forte responsabilité sur l'intelligence artificielle qu'on fournit à nos clients. Donc chez SAP, par exemple, on s'est doté très tôt d'un comité d'éthique qui définit si l'IA qu'on va proposer à nos clients a le bon niveau de responsabilité. Ça, c'est un premier point. Le point sur la réglementation et l'innovation, je pense qu'aujourd'hui, nous, notre position, c'est que, bien évidemment, en Europe, on doit avoir un cadre réglementaire qui soit protecteur des citoyens, des entreprises, donc protéger la donnée, ça c'est un élément essentiel, mais que cette réglementation, elle ne doit pas freiner l'innovation. Et aujourd'hui, on est un peu trop, et je pense que c'était une bonne synthèse, on est un peu trop en frein sur l'innovation. Et on a une opportunité unique aujourd'hui. C'était ce que tu disais tout à l'heure. On a la capacité finalement en Europe, grâce à cette 5e révolution industrielle, de rattraper le retard qu'on a pris dans le domaine des technologies. Oui, mais vu que tout le monde fait la même chose et la même course au même moment, on va toujours rester en retard quand même, non? Ou ça nous remet juste à niveau? On a déjà la capacité, je pense, de se remettre à niveau, mais je pense qu'on peut aussi prendre de l'avance. Clairement, on a, les cartes sont rebattues grâce à cette innovation. On l'a vu, c'est une innovation majeure. Donc on change de paradigme. Donc on a cette capacité. On voit bien, on est capable de faire émerger des champions en France comme Mistral. En Allemagne aussi, il y a d'autres acteurs qui émergent. Mais pour répondre à votre question, c'est à la fois un point, je pense, il faut qu'on ait des plans d'investissement massifs, parce qu'il y a beaucoup d'investissement qui est nécessaire. Et ce n'est pas uniquement côté public que ça doit se passer. Je pense que c'est des alliances entre des groupes de technologie comme Siemens, comme SAP, mais aussi des groupes industriels qui doivent aujourd'hui s'allier pour pousser cette innovation. On va bientôt arriver à la clôture de Pierre, mais je voudrais votre avis, Doris, parce qu'on l'a esquissé plusieurs fois, mais comment on arrive à embarquer les équipes? Tout à l'heure, on disait que ça peut être un assistant en plus, mais malgré tout, comment doit-on former toutes ces équipes? Et sans vouloir faire de la politique, mais aujourd'hui, c'est sûrement un des éléments d'inquiétude de la peur de déclassement, de se dire que demain, une machine sera plus utile que nous. Comment on essaye d'y répondre quand on est une grande patronne comme vous? Je vais répondre à ça. Juste un autre message positif, rassurant pour l'Europe par rapport à la question qui a été posée. On est en retard par rapport à l'IA générative et tout ça, mais il ne faut pas oublier une chose. Dans l'industrie, les leaders mondiaux de l'automatisation, de la digitalisation de l'industrie, ce sont des entreprises européennes. C'est Siemens, c'est Schneider, c'est ABB. Et pour réussir l'IA, il faut aussi connaître le monde réel pour pouvoir combiner. Donc il faut s'appuyer sur cette force que nous avons et après continuer à développer, à accélérer l'utilisation de l'IA en combinant les deux mondes. Donc il ne faut pas perdre cette avance. Donc par rapport à la question, en effet, il faut aussi une innovation, on veut qu'elle réussisse, c'est toujours une espèce de double révolution technologique et humaine. Et alors, première chose, afin que les gens n'aient pas peur, parce qu'on a peur de quelque chose. De quoi est-ce qu'on a peur? Les choses qu'on ne connaît pas. Il faut faire connaître l'IA. Pour faire connaître, c'est la formation. Nous avons chez Siemens une plateforme d'apprentissage digital et tous les collaborateurs chez Siemens, vraiment de l'opérateur jusqu'au CEO, sont obligés de faire 24 heures de Digital Learning Hours. Et nous, cette année, dans notre Summer University pour les collaborateurs, on a mis des paquets sur l'IA. L'IA basique pour tout le monde jusqu'au niveau très expert, afin que tout le monde apprenne l'IA. Et après, le troisième élément, c'est vraiment d'intégrer, d'impliquer le collaborateur dans le développement des cas d'usage. À la rentrée, on va organiser un grand séminaire avec tous les collaborateurs de toutes les fonctions pour réfléchir comment l'IA peut, d'un côté, les aider à devenir plus productifs, mais aussi, et c'est très important, améliorer leur qualité de travail, le bien-être des collaborateurs. Et comme ça, c'est toujours un double enjeu, bien sûr, productivité, compétitivité, mais aussi bien-être des collaborateurs. Guillaume, vraiment, d'un mot, vous, ce que vous me disiez quand on a préparé cette table ronde, c'est que typiquement, vous le disiez, vous allez conquérir le monde. Sans l'IA générative qui casse la barrière de la langue, vous seriez resté à la conquête de l'Alsace-Lorraine. Alors d'abord de l'Alsace, la Lorraine, ça vient dans un deuxième temps. Mais en effet, donc je dirais que oui, absolument. Donc les enjeux de traduction aujourd'hui, l'IA générative, on va dire, les a totalement résolus. Mais peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, Doris a parlé de formation des collaborateurs.
Je pense qu'en plus de ça, il faut faire de la pédagogie auprès du grand public. Bien sûr. Tout le monde est concerné par l'IA. Tout le monde au quotidien utilise, qu'il le veuille ou non, des applications qui intègrent de l'IA. Et sans le savoir pour ce qui est de l'IA classique. Exactement. Et le problème, l'IA, c'est pas magique. L'IA, c'est des modèles mathématiques, statistiques, entraînés sur des grandes bases de données avec énormément de puissance de calcul. Et ça, il faut l'expliquer parce que si on veut que les gens s'en emparent, il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Et le dernier point, on parlait d'IA éthique, moi j'aimerais ajouter la notion d'impact écologique. La puissance de calcul, on peut en construire, après pas à l'infini, mais on peut encore ajouter énormément de puissance de calcul. Si on regarde sur les 5 dernières années, Pour ça, il faudrait qu'on ait de l'eau, qu'on ait de l'électricité. Non, ça pose une autre question. Là, on réenchante un poil moins l'industrie quand on arrive là. Non, exactement, mais on voit déjà l'impact de ça. Google a annoncé que leurs émissions de CO2 ont augmenté de 48% sur les 5 dernières années. À cause de la puissance de calcul. Exactement. Lorsqu'on réfléchit au déploiement à grande échelle de solutions d'IA, on parle de dizaines de milliers, de centaines de milliers d'utilisateurs dans un contexte professionnel, il faut réfléchir à des systèmes qui ont une consommation, on va dire, frugale. Et ça, je pense que c'est un dernier élément à avoir en tête. L'impact écologique pourrait être prodigieux dans le bon sens, mais il pourrait aussi avoir un impact négatif dans le mauvais sens. Pierre, vous avez un défi, 1 minute, pas 1 seconde de plus, pour conclure. Merci. En 1 minute, 5 idées que je retiens de cette discussion. D'abord, c'est formidable ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est vraiment une source d'optimisme extraordinaire. On en a besoin dans un contexte relativement morose que je n'ai pas besoin de développer. Deuxièmement, il y a un potentiel majeur d'augmentation de la productivité des travailleurs, mais pour y parvenir correctement, il faut analyser de façon spécifique, il faut des données, il faut le faire attentivement, ça prendra du temps, ça nécessite de la formation, ça nécessite de l'équipement, mais le potentiel est gigantesque. Troisièmement, la clé, c'est les données, ça a été mentionné plusieurs fois. Et à mon avis, l'utilisation des données ne va pas sans le système de valeurs. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que ça nous ramène à la démocratie, au choix des valeurs. Et je le mentionne d'autant plus que nous sommes à un moment clé dans le débat français. Et je fais passer là un message d'attention à la démocratie. Quatrièmement, l'IA pose aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, un problème de rapport à la connaissance. Alors là, c'est un peu la casquette du professeur. On a maintenant accès à beaucoup d'informations. Qu'est-ce qui, dans cette information, crée de la connaissance de valeur et comment l'utiliser? Comment utiliser l'IA pour enseigner? Et c'est quelque chose qui est, je crois, très fondamental. Et dernier point, les bénéfices vont se produire. Alors, vous avez mentionné le chiffre de 4 000 milliards. Moi, je crois que c'est totalement sous-estimé. Je pense que ça sera beaucoup plus que ça. Simplement, il y a 3 questions là-dessus. À quelle vitesse, à quel coût et à quelle échelle? Et voilà. Tout ça dépend de l'écosystème qu'on va réussir à construire, qui comprend à la fois de la formation, de la participation, de la recherche et de la réglementation. Et on espère que les régulateurs seront au courant de ce qu'ils font. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura beaucoup de tables rondes autour de l'IA dans les années à venir, autour de ces rencontres économiques DEX. Sous vos applaudissements, Eric Bridgenson, Ming Hang Zhang, Olivier Nolan, Doris Birkhofer et Guillaume Liéger.